L'IA ne sert pas forcément à créer tout de zéro et des fois, en plus, pour l'instant, elle le fait pas très bien, mais elle va nous assister. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Skill Me Up. Aujourd'hui, je reçois Michael Faust. Michael est CAI Officer chez IT Consulting. Il est également formateur référent sur les parcours IA chez Alira. Bonjour Michael. Bonjour Delphine. Alors, je suis ravie de t'accueillir sur Skill Me Up. Tu m'as été suggéré par Daniel Villa-Montero, avec qui nous avions parlé blockchain et Bitcoin sur Skill Me Up dans l'épisode 36 récemment. Aujourd'hui, nous allons parler de l'IA, mais plutôt dans une version pragmatique terrain. C'est bien ça, Michael ? C'est ça, exactement. Donc, on va pas être dans l'effet waouh dans tous les sens, ce sera vraiment l'approche terrain, effectivement. Ça marche. Et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît ? Avec plaisir. Ce sera 3 dates. Donc, je commencerai par une première date, c'est en juillet 2012. C'est ma première expérience professionnelle avec l'IA. Donc, c'est vraiment au sortir de ma formation en informatique. J'ai fait un DUT et une licence pro développeur. Donc, j'ai un profil très tech au départ. Et j'ai été embauché donc dans une boîte dans le domaine industriel. Une des applications que j'ai eu à développer, à réaliser, se concentrait sur la détection de défauts et de pannes en avance, avant que ça arrive. Et c'était justement de la mobilisation, avant que je sache tout à fait ce que c'était, de l'intelligence artificielle, du machine learning. Ma deuxième date, c'est en 2021, donc c'est mon arrivée dans la boîte dans laquelle je suis encore actuellement, et j'espère encore longtemps. C'est IT Consulting, et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai pu vraiment étoffer ma casquette sur la partie IA, non plus seulement sur des domaines purement techniques et mis en œuvre, mais vraiment aussi sur des aspects de conseil, de mise en œuvre et de profils non tech aussi à former et à acculturer aussi à ce qu'est l'IA, à ce que n'est pas l'IA, à ce que sera peut-être l'IA demain. Et enfin, la troisième date qui est très importante pour moi, donc c'est une année plus tard, en 2022, où là j'ai pu rejoindre Alira par le biais de Daniel, justement. Et là, ça a été vraiment pour moi l'occasion de transmettre tout ce que j'avais acquis et ce que je continue d'acquérir en termes d'expérience, non plus seulement pour des clients, pour des collègues ou pour moi-même, mais vraiment pour toute personne qui souhaiterait se former, notamment sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur des éléments de blockchain et de gestion de projet. Voilà, ça c'est vraiment 3 dates qui m'ont réellement ancré dans l'univers professionnel vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, tu travailles depuis 10 ans avec l'IA. Je dis avec parce que pour moi, c'est... Enfin, on va en parler. Donc, tu travailles avec l'IA depuis 10 ans. Quelles sont les grandes évolutions que tu as pu voir et expérimenter sur cette période ? C'est vrai que ça fait un peu plus de 10 ans que je crée et que je côtoie et que j'utilise l'IA aussi pour moi-même, pour m'aider. Et c'est vrai que là-dessus, ce qui a beaucoup changé, notamment ces derniers temps, on va dire depuis 2-3 ans, et c'est la grande évolution que j'ai pu voir, c'est vraiment l'IA comme assistance dans mon travail. On va dire jusqu'à il y a 5 ans, je créais exclusivement donc des modèles d'intelligence artificielle pour des besoins clients en tout genre, mais moi ça ne m'aidait pas dans mon quotidien pro. Je la créais, mais voilà, c'est entre guillemets pour moi ça changeait pas grand-chose. C'est ça. Par contre, ça moi c'est le plus gros changement que j'ai pu voir, c'est maintenant l'IA comme outil aussi dans mon quotidien professionnel, que ce soit pour m'aider à rédiger, mais aussi pour m'aider dans mon métier, dans ma technique et dans mes présentations aussi. Donc ça, c'est le plus gros changement que j'ai vu, c'est du point de vue de la génération de contenu et de la compréhension de notre environnement de travail.
Après, sur des évolutions un peu plus techniques, même si j'ai commencé il y a 10 ans, il y a déjà énormément de choses qui existaient déjà bien il y a 10 ans. J'ai pas vécu les tout débuts du deep learning, par exemple, qui a été une énorme transformation et qui est un petit peu sous le capot de toutes les grosses IA qu'on utilise aujourd'hui. Moi, ça existait déjà. Par contre, ce que j'ai pu constater et vivre comme évolution, c'est l'arrivée de nouvelles architectures, donc autour de 2017 et 2018, qui, elles, ont été vraiment le prérequis et le top départ à des modèles comme GPT qu'on a aujourd'hui et qui a un petit peu sonné le grand départ de cette espèce de course à l'échalote, il faut se le dire, des outils IA et des IA génératives à ce titre-là. En préparant cet épisode, tu me disais que l'IA générative existe depuis 2015 environ, mais elle a vraiment été connue du grand public, ça a vraiment basculé avec l'arrivée de ChatGPT fin 2022. Quels sont pour toi les usages les plus concrets pour les individus et peut-être après aussi pour les professionnels ? Effectivement, je côtoie l'IA générative depuis 2015 dans des formes qui, du prisme d'aujourd'hui, paraîtraient un petit peu archaïques, mais qui permettaient déjà de générer notamment des images, des choses assez sympathiques. En termes d'usage, c'est vrai qu'on a deux grandes catégories déjà d'usage. On a sur l'usage, on va dire un petit peu particulier, domestique, et l'usage professionnel. C'est vrai que pour l'instant, pour le grand public, ça a surtout été un usage domestique. Par exemple, les premiers usages qu'on a tous essayés, c'est de trouver une recette de cuisine, quelque chose d'un petit peu farfelu, pour avoir des avis divers et variés, avec des réponses aussi diverses et variées. Ça a été vraiment la curiosité sans trop d'usage en particulier. Aujourd'hui, on a de plus en plus le pan du domaine professionnel qui est impacté et on va dire un des premiers usages très concrets, ça va être sur la création de contenu. Donc par exemple, quand on souhaite rédiger un mail, sans dire de le générer de zéro, mais en tout cas peut-être de trouver des formulations, revoir, donner un ton peut-être un peu plus professionnel. Améliorer un brouillon peut-être ? Exactement, parce que assez souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les personnes pensent qu'en fait, et ça on pourra aborder ce sujet-là est-ce que l'IA va nous remplacer ou pas, et notamment sur la partie professionnelle. L'IA ne sert pas forcément à créer tout de zéro et des fois en plus pour l'instant elle le fait pas très bien, mais elle va nous assister vraiment pour pouvoir on va dire améliorer ou gagner du temps sur des petites choses à l'intérieur de quelque chose qu'on aurait déjà créé. Et ensuite pareil pour des supports de communication, des illustrations, de la création plus graphique et visuelle. Donc on a vraiment ces deux choses, la création de texte et la création d'images par exemple. Donc, du coup, à titre personnel, maintenant, les gens, à ton avis, ils l'utilisent pourquoi ? À mon avis, ils commencent un petit peu à moins l'utiliser, en tout cas de manière consciente. Et ça me permet de digresser un tout petit peu là-dessus. En fait, on pense que l'IA, ça y est, elle est dans nos vies 24 heures sur 24 depuis, 2-3 ans, c'est-à-dire depuis 1 an, vraiment partout avec l'IA générative. En fait, l'IA, elle est dans nos vies depuis bien longtemps, quasiment tout le temps, que ce soit sur des suggestions de vidéos sur YouTube, sur Netflix. Le filtre anti-spam de nos boîtes mail, c'est de l'IA derrière depuis très longtemps. Et aussi, dans une certaine mesure, quand on demande un prêt, un crédit à notre banque, on a tout un tas de choses qui sont faites, des indicateurs qui sont sortis via des modèles d'intelligence artificielle. Donc voilà, on a l'IA quand même dans nos vies depuis très longtemps. On l'a encore plus et sur des domaines qui n'étaient pas encore pour l'instant, on va dire, atteints par l'IA. Effectivement, les gens continuent de l'utiliser pour un peu tout et n'importe quoi, même si aujourd'hui on commence à être de plus en plus sensibilisé sur ce qu'on appellera l'IA frugale, en tout cas une utilisation un peu plus raisonnée des choses et qu'effectivement, est-ce qu'on a besoin d'un chat GPT pour avoir une recette, je sais pas moi, de la tarte aux pommes, alors qu'il y a plein d'autres supports beaucoup plus efficaces pour le faire. On va dire que c'est beaucoup plus dans un usage professionnel que c'est en train d'être utilisé. Dans l'usage domestique, il y a eu beaucoup de sentiments déceptifs, à mon sens, ce que j'ai pu voir et aussi de ma propre expérience. Et pourtant, moi, je constate qu'il y a pas mal des jeunes adultes ou des ados qui l'utilisent comme un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'ils vont plus sur Google, mais ils vont sur ChatGPT pour tout et n'importe quoi. Tu referas le parallèle avec la frugalité après, si tu veux, mais déjà, dans le raisonnement, ça évoque quand même quelque chose. Exactement. Moi, par exemple, j'ai un fils qui aura bientôt 3 ans.
Lui, je sais pertinemment que il sera immergé dans l'IA dès son plus jeune âge. Donc pour l'instant, il a quasiment pas accès à l'outil numérique, mais dès qu'il y aura vraiment accès, effectivement, il baignera dedans beaucoup plus que nous, ou même des ados d'aujourd'hui qui eux ont connu l'époque sans IA quand ils étaient un peu plus jeunes. Mais effectivement, on a aujourd'hui un basculement sur les usages. Alors, je déconseille à chaque fois d'utiliser ChatGPT pour de la recherche, par exemple. C'est des outils qui sont très généralistes, qui permettent de faire énormément de choses, mais j'ai envie de dire, pour être un peu clivant, qui fait rien correctement. Encore plus si on a un prisme d'usage professionnel derrière. C'est pas très bon. Il vaut mieux effectivement s'orienter par exemple sur des outils comme Perplexity, qui eux ne sont pas des outils généralistes, mais c'est vraiment un outil qui est dédié à l'expérience de la recherche d'informations sur Internet. Mais on a encore ce réflexe d'utiliser ChatGPT pour un peu tout, parce qu'ils ont intégré effectivement à leur solution un petit peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit je vais aller sur ChatGPT, le mot ChatGPT est rentré vraiment dans le langage courant. Et ça, effectivement, c'est un gros signe d'un point de vue social et sociétal. Ouais. C'est devenu comme un mot générique, c'est devenu le frigo, le frigidaire c'est ça. des LLM. Du coup, si on doit brosser là où tu as évoqué Perplexity, si on doit brosser les principaux fournisseurs d'outils. De fournisseurs de services. Ouais, voilà. Et distinguer peut-être leurs spécificités, tu listerais lesquelles ? J'en aurais 4 qui se ressemblent quand même énormément. On va retrouver forcément OpenAI, donc qui est derrière notamment ChatGPT. On va retrouver aussi Anthropic, qui est derrière des modèles et des outils comme Claude, qui sont énormément utilisés, notamment dans le domaine des développeurs, dans le domaine technique, à l'instar de ChatGPT pour un usage beaucoup plus générique. On va retrouver Google. Les GAFAM, quand même, ont leur mot à dire là-dessus et essayent de le faire, mais il y a surtout Google que je mets en avant. Microsoft, c'est pas exactement pareil parce que Copilot utilise aussi sous le capot d'autres solutions, notamment ceux d'OpenAI. On a vraiment Google qui ont vraiment créé des modèles avec Gemini notamment. Et parce que ça existe et ils font des belles choses aussi, il y a Mistral qui est le pendant français de tous ces fournisseurs de services et de modèles en tout genre. Et ça, on parle vraiment, à mon sens, de fournisseurs très généralistes. Même si Claude, l'usage va plus basculer chez des profils un peu plus techniques, il permet de faire ce que fait ChatGPT aussi très très bien. Donc on peut l'utiliser de la même manière. Donc on aurait ça sur des fournisseurs un peu généralistes. Et si on est sur, on va dire, des fournisseurs de services beaucoup plus précis, moi, j'en aurais 3 à retenir parce qu'on pourrait dresser une liste et faire 2 heures de podcast dessus sans avoir fini. S'il y en avait 3, et notamment ceux que j'utilise dans mon quotidien professionnel, on aurait donc Perplexity, vraiment pour tout ce qui est recherche d'informations, de documents, etc. On aurait NotebookLM ensuite, alors qui lui est aussi créé et édité par Google, qui lui serait vraiment en fait un outil qui permet de travailler sur des documents. Donc par exemple, on lui fournit une liste de documents, des revues annuelles et on a la possibilité de travailler dessus, donc d'extraire des informations, de créer des podcasts audio qui serviraient un petit peu de résumé. Par exemple, si on a un rapport annuel de 200 pages, c'est long à lire, c'est un peu compliqué, on peut passer de l'information. On a la possibilité de générer très facilement, et en français aussi, un podcast de 5 à 20 minutes en fonction de la taille du document, qui nous permettra d'avoir un résumé à pouvoir écouter un petit peu n'importe quand. Et le troisième outil que j'utilise aussi en synergie des deux autres, c'est Napkin, qui lui est vraiment spécialisé dans la création d'illustrations et de graphiques. Moi, je suis très mauvais. Moi, c'est quelque chose... autant la recherche d'informations, aller tirer des infos, ça, j'arrive à le faire. Ça, j'aime bien le faire. Par contre, créer des illustrations pour des supports de présentation, par exemple, j'ai horreur de ça et je ne sais pas le faire. En tout cas, pas correctement. Et ça, pour le coup, Napkin m'aide énormément tous les jours sur ça. Ok, merci pour cette sélection. Alors, si on aborde un peu le thème de la formation, comme tu sais, Skill Me Up, c'est un podcast qui est dédié à la formation. Donc, à ton avis, pourquoi c'est primordial aujourd'hui pour les entreprises de former à l'IA et surtout de former de manière continue et non pas seulement ponctuelle, en mode découverte et puis après, débrouillez-vous. Effectivement, c'est un très vaste sujet et un sujet en plus très très sérieux. La formation déjà est un sujet très sérieux. Alors moi, c'est surtout de la formation professionnelle que je fais, mais former des personnes, des êtres humains, c'est pour moi quelque chose de primordial et une mission très importante parce qu'on a dans une certaine mesure aussi leur avenir entre nos mains. Donc pour moi, la formation, elle est vraiment primordiale et elle doit être prise très sérieusement.
Concernant l'intelligence artificielle, effectivement, on peut tirer la chose, on va dire, de différentes manières. Mon ressenti, vraiment ma pensée sur ça, c'est que déjà, effectivement, comme tu l'as dit, on est sur de la formation qui doit être continue et pas du one-shot fait comme ça, hop, je vais vous apprendre à manipuler quelque chose, à utiliser un outil. Je pense que les gens ont pu le constater aussi sans être formés, sans l'utiliser de manière quotidienne. On a 40 news, 40 outils qui sortent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes plus révolutionnaires les unes que les autres, en tout cas si on en croit les communications qui sont faites. Et on a énormément de mal à s'y retrouver. Donc déjà, on est sur quelque chose de très large, avec un usage très varié, des possibilités très variées et qui évolue constamment. Donc rien que pour ça, si on se forme, on va dire de manière one-shot, on va être un petit peu embêté. Parce que potentiellement, dans 6 mois, 1 an, il y a tout un tas de choses qui vont être potentiellement remises en cause, ou en tout cas qui auront un petit peu bougé. Si on devait quand même faire un gros bloc de formation, on va dire la première fois, ça serait quand même hyper important qu'on ait justement cette partie-là où on va former la personne aussi à pouvoir faire de la veille, à pouvoir comprendre aussi dans quel écosystème, dans quel environnement elle évolue, pour que même s'il y a de nouveaux outils qui sortent, des nouveaux usages, etc., elle soit beaucoup plus à même qu'elle ait les clés de compréhension pour pouvoir un petit peu s'y retrouver là-dedans. Ensuite, on voit qu'effectivement, il y a différents outils. L'IA, elle permet certaines choses, elle ne permet pas encore d'autres choses et elle ne permettra pas encore d'autres choses parce qu'elle n'est pas conçue et elle n'est pas faite pour ça. Et en fait, il y a une énorme confusion, à mon sens aussi, qui est faite aujourd'hui auprès de, que ce soit des professionnels ou des particuliers, de confusion sur ce qu'est l'IA, ce que permet l'IA. Et justement, quand on comprend ce que c'est et donc ce que ce n'est pas, on est plus à même de pouvoir comprendre les limites aussi de l'outil, du modèle, de la chose qu'on a entre les mains pour pouvoir vraiment l'appliquer de manière pertinente et cohérente, notamment dans son environnement professionnel. Et la formation, elle permet ça aussi. C'est plutôt que d'être avec la frontale, son petit couteau et puis de se débrouiller dans la jungle, on va vraiment outiller la personne, que ce soit sur la compréhension de manière générale, mais aussi lui donner des astuces et même des outils à pouvoir mobiliser sur des cas précis ou des domaines précis. On va pas du tout utiliser les mêmes outils et avoir les mêmes contraintes dans le secteur médical, par exemple, que dans celui de la logistique ou dans le domaine industriel. On va avoir des contraintes à chaque fois, des choses à prendre en compte, des règlements aussi à prendre en compte. Et ça, potentiellement, ça va avoir un impact sur le type d'outil et la manière dont on va utiliser l'outil. Et ça, sans formation, la personne, soit elle le sait pas, donc elle va pas l'inventer, soit il y a tellement de choses à prendre en compte, tellement de possibilités, qu'elle se retrouve complètement perdue si elle est pas, on va dire, entre guillemets, armée d'un point de vue méthodologique. Ouais, tout à fait. Mais alors du coup, moi j'observe depuis quelque temps une multiplication de formateurs qui deviennent experts de l'IA. Hein. Ça pullule, notamment sur LinkedIn. Et pourtant, la plupart l'ont découverte, comme tout le monde, il y a 2-3 ans. Donc en fait, leur contenu de formation reste assez superficiel et du coup n'aborde pas les points que tu viens d'évoquer. Donc comment on peut faire son choix en fait quand on est, je sais pas, responsable formation? Quels sont selon toi les bons ingrédients d'une formation IA pour l'entreprise? Comment choisir le bon formateur? Enfin, tu vois, comment s'y retrouver en fait? T'abordes un sujet en plus qui moi me touche particulièrement. Déjà, tu as peut-être pu t'apercevoir que il n'y avait pas ou très peu la mention d'expert dans mon profil. Par exemple, moi, en tout cas, je me nomme pas comme expert. Les autres, éventuellement, le font pour moi. Ça, pour moi, c'est quelque chose que l'on prête à quelqu'un. C'est pas quelque chose qu'on s'auto-attribue. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai des spécialisations. Je vais me spécialiser dans certaines choses. Par exemple, je vais être spécialiste dans le deep learning et la computer vision, par exemple. Mais je vais pas me prétendre expert IA. Parfois, c'est un premier red flag, déjà. Si on voit expert IA, c'est comme quelqu'un qui se dirait expert informatique. Il y a tellement de domaines et de sous-domaines variés que pour avoir l'expertise sur un méta-sujet, il faut quand même un minimum, sans avoir une expertise dans tous les sous-domaines, avoir suffisamment de connaissances générales sur tous ces domaines-là pour pouvoir être pertinent, et pouvoir challenger les idées. Et voilà. Et le domaine de l'IA est ô combien vaste. On peut même aller aussi sur des autres grands domaines liés par exemple à la neuroscience, aux sciences cognitives, à toutes ces choses-là. Donc on est sur quelque chose d'énorme. Donc
les experts ou les experts IA, faut se lever de bonne heure quand même pour le devenir. Et en plus de ça, effectivement, ça évolue dans le temps. Un expert ou une experte IA d'il y a 10 ans, entre-temps, il y a tellement de choses qui ont changé que faut se maintenir à jour pour garder et mériter, on va dire, ce titre. Donc moi, par principe, je ne me l'attribue pas. D'autres me le prêtent, je le prends. Ça fait toujours aussi plaisir, la petite satisfaction, ouais. voilà, c'est ça. Mais je ne m'avance pas comme expert IA. Donc effectivement, pour s'y retrouver un petit peu dans la jungle de la formation et des personnes qui forment, pour moi, ce qui est hyper important à regarder dans un premier temps, c'est le contenu et les références de la personne ou des personnes qui sont censées former. Des contenus de formation mis en avant comme vous permettant d'atteindre des niveaux d'expertise ou quoi, qui sont donnés par des personnes qui sont pas plus expertes que mon ami boulanger, alors avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'y connaît pas grand-chose en informatique, et donc encore moins en IA, ça va être très compliqué d'avoir accès à une expertise si elle est distillée par quelqu'un qui n'en a pas. Ça va être un petit peu compliqué. Donc effectivement, regarder un petit peu le pédigré des personnes et de leur expérience aussi dans ces sujets-là va être important. Ensuite, pour moi, il faut distinguer deux types de formations. On va dire des formations qui vont permettre d'avoir un bagage, comme je disais tout à l'heure, aussi un peu plus général pour non pas se spécialiser sur un outil ou sur un domaine en particulier, mais aussi avoir une vision générale de l'IA pour pouvoir l'appréhender dans ses formes actuelles et futures. Donc ça, c'est hyper important. Pour moi, si je devais choisir une formation, je regarderais aussi si, au-delà des mots-clés, des buzzwords comme LLM, ChatGPT, Copilot et consorts, est-ce qu'il y a aussi des modules ou des parties sur un petit peu c'est quoi l'IA, c'est quoi son histoire, comment on en est arrivé là, c'est quoi les perspectives futures, c'est quoi les règles. Pour moi, s'il n'y a pas de partie sur tout l'aspect réglementation, éthique, etc., pour moi, ça porte un problème parce que je distinguais tout à l'heure l'usage domestique de l'usage professionnel. Si on est dans une optique d'usage professionnel, on est obligé de prendre en compte la loi et les règles en vigueur. Et sur le domaine, comme on disait tout à l'heure, santé industrielle, mais aussi la règle, les textes qui régissent l'utilisation de la donnée et de l'IA en France, en Europe ou autre part dans le monde si on cible d'autres zones géographiques. Et pour moi, s'il n'y a pas tout ça, on est sur une formation alors qui, en fonction des promesses qu'elle donne, sera sûrement intéressante, mais qui sera très limite et limitante dans le temps parce qu'on va en ressortir peut-être avec un usage a priori d'un outil, mais derrière, on va retourner dans la jungle de l'évolution de l'outil technologique et on sera pas plus avancé 6 mois après. Tu parlais tout à l'heure de projection dans le futur. Moi, je voudrais juste faire un parallèle avec le passé. Sur Internet, dans les années 2000, on formait à l'utilisation d'Internet, des moteurs de recherche, etc. Aujourd'hui, ça paraît évident, on n'y pense même plus, il n'y a même pas de formation là-dessus, je pense. Mais est-ce que pour toi, l'IA va suivre le même chemin? C'est-à-dire, à ton avis, est-ce qu'il y aura encore des formations sur l'IA dans 10 ans ou est-ce qu'on aura tout intégré déjà et ce sera plus une question? Alors, un peu des deux. C'est la réponse entre deux. Alors effectivement, je pense que d'ici peut-être 5 à 10 ans, on se regardera aussi en arrière et même peut-être plus rapidement que ça, pour le coup, en arrière en disant mais comment ils faisaient avant ? Ouais. Parce que forcément, si on baigne dedans, on s'habitue et tout ce qui n'est pas cet usage-là nous paraît bizarre. De la même manière que quand ça arrive, on a des craintes, on pense que ça va remplacer tout le monde, que ça va tuer la planète, encore une fois. Voilà, ça va poser tout un tas de problèmes parce qu'on ne comprend pas, et c'est là aussi où la formation est pour moi hyper importante, c'est qu'elle permet aussi de démystifier un certain nombre de choses. Mais on se regardera effectivement peut-être d'ici 5 à 10 ans avec cette impression de c'est pas possible de faire autrement. Donc il y a tout un tas de choses, un petit peu comme aujourd'hui où il y aura pas forcément besoin de former les gens parce qu'ils auront baigné dedans depuis le début, donc ça paraîtra beaucoup plus naturel. Par contre, on est quand même sur une matière pour moi qui reste vivante et qui restera vivante avec d'autres évolutions aussi technologiques et sociétales potentiellement qui vont apparaître comme l'informatique quantique, qui est encore un autre grand sujet. Mais on continuera, à mon sens, d'avoir besoin de la formation aussi dans 5 ans, dans 10 ans et probablement aussi plus tard, parce que ça va continuer d'évoluer, ça continuera d'atteindre des domaines qui sont encore aujourd'hui pas énormément impactés, même si ça devient de plus en plus rare, mais on aura toujours besoin de se former à ces évolutions. Là où effectivement Internet
pas n'évolue plus, il se passe encore des choses, mais c'est devenu très naturel. Autant l'informatique évolue, autant Internet un petit peu moins, mais l'IA, elle, pour le coup, à mon sens, continuera d'évoluer encore dans 5 ans, dans 10 ans et probablement dans plus longtemps. D'accord. Et donc, ma dernière question, c'est si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou un responsable formation, en lien avec ça, pour les formations sur l'IA, ce serait lequel? Alors, c'est de ne surtout pas sous-estimer la valeur humaine. C'est probablement aussi une des grandes problématiques qu'on a avec l'IA, c'est que ça déshumanise aussi un certain nombre de choses et de pratiques. Et le raccourci est très vite pris justement sur l'outil, la technologie à la place de l'humain. Et à mon sens, la valeur humaine est encore bien présente, continuera d'être présente et surtout sera aussi une valeur ajoutée à tout ce qui existera dans le futur. Le Mad by Human sera très probablement quelque chose de mis en avant. Donc c'est de ne surtout pas tomber dans le piège de complètement déshumaniser une formation ou par exemple de vouloir remplacer tout le monde par des IA. Parce qu'à ce compte-là, si on peut remplacer tout le monde, on peut aussi se remplacer soi-même et on ne sert plus à rien. Donc pour moi, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner, c'est de garder la valeur humaine bien en tête. Merci. Alors, je te propose maintenant de passer aux questions signatures du podcast. Avec plaisir. Ma première question, c'est comment fais-tu ta veille ? Alors, paradoxalement, moi qui évolue dans le domaine de l'IA et avec tous ces outils IA, je peux être un petit peu bordélique parfois, mais on va dire que principalement, j'utilise LinkedIn. C'est vraiment mon canal principal pour de la veille technique et technologique. Beaucoup Perplexity aussi, quand je vais vouloir creuser un sujet et chercher des documents, des ressources, etc. Et notamment des papiers de recherche, par exemple. J'aime beaucoup comprendre un sujet et donc parfois je vais passer du temps à lire un petit peu la littérature autour de ce sujet. Donc là, je vais beaucoup m'aider de Perplexity, là où avant, j'utilisais Google ou d'autres moteurs de recherche un peu plus spécialisés là-dedans. Au final, j'ai une veille qui est beaucoup plus centralisée maintenant, là où elle était un peu plus décentralisée il y a quelques mois, quelques années. Donc ça va être LinkedIn et Perplexity. LinkedIn, ça va être une veille quotidienne. Tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, mais voilà, quasiment tous les jours, je vais parcourir un petit peu mon flux d'actualité. Alors, je l'ai vraiment bien paramétré pour pas être spammé de choses qui ne m'intéressent pas. Et de manière, on va dire, beaucoup plus ponctuelle, ça va être Perplexity. Et même si j'en suis beaucoup moins, peut-être des émissions en tout genre, des podcasts, des émissions YouTube ou d'autres choses. Plus le relationnel que j'ai avec des collègues ou des anciens collègues qui, eux, évoluent aussi dans ce domaine et qui me font part, sous forme d'échanges entre êtres humains, directement, de choses aussi et de nouveautés. Ouais, j'allais te dire, tu venais de mettre en valeur l'aspect humain et c'était pas cité. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi ? Ça a été ma licence pro, parce que c'est elle qui m'a permis de mettre un pied aussi dans le milieu professionnel, parce que je l'ai faite en alternance. Et pour moi, avoir un pied dans le milieu professionnel est fondamental dans la formation. Que ce soit via de l'alternance, que ce soit par des projets professionnels sur une formation, par exemple, certifiante, d'avoir un projet pro derrière. Pour moi, c'est un énorme boost. Et ma licence pro, c'est là où j'en ai appris le plus et celle qui m'a donné le plus le goût, justement, à l'informatique, à la technique, à la technologie et à l'intelligence artificielle. Où j'avais le support théorique qu'il me fallait, mais j'avais aussi et surtout l'expérience professionnelle dans un cadre, bien entendu, avec des filets de sécurité. Je suis dans le milieu professionnel, mais aussi guidé, mentoré, etc. Donc ça a été vraiment un gros boost et ce qui m'a le plus marqué et qui a marqué mon démarrage dans ma vie professionnelle. Ok. Pour finir, quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous ? Alors, c'est une actualité, justement, on va reparler un petit peu de la valeur humaine. Une news que j'ai prise avec le sourire au début de l'été. Il y a eu beaucoup, et toujours, de craintes et de news qui sortent comme quoi on a des entreprises qui ont remplacé toute partie de leurs salariés par une IA, par des chatbots, par plein de choses. Et il y a des boîtes aussi qui font machine arrière, alors qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont essayé, et qui font machine arrière pour diverses raisons, et notamment de satisfaction et du coup de déception plutôt. Et on a par exemple Klarna, donc qui est une fintech dans le paiement en plusieurs fois,
qui avait remplacé une grosse partie de son équipe et qui avait gelé aussi les embauches d'êtres humains au profit d'un chatbot. Et elle a fait machine arrière et a recommencé à recruter des êtres humains, justement parce que leur solution purement technologique ne donnait pas, on va rester politiquement correct, entière satisfaction. Donc ça fait c'est des news qui font plaisir, qui ne remettent pas en question l'intérêt et l'utilité de l'IA, mais qui remettent un petit peu, on va dire, au centre le fait que l'être humain, il se remplace pas comme ça juste parce qu'on a envie de le remplacer. Ok, merci. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, Michael, c'est passé très très vite. Effectivement. Ouais, je te remercie beaucoup pour ce que tu as partagé sur l'IA. Alors, je retiens que ça va vite, qu'il faut se tenir au courant, qu'il faut se former de manière continue, qu'il faut se former aussi à aller chercher soi-même l'information et pouvoir suivre l'actualité, l'évolution, mais tout en conservant des rapports humains, peut-être aussi un peu de discernement, d'esprit critique sur ce qu'on récolte. Exactement. Voilà, que tout ne doit pas être délégué à l'IA. Est-ce que je suis bien là dans mon résumé? Ah oui, non, mais c'est très bien. Et puis du coup, merci beaucoup à toi aussi, Delphine, pour m'offrir la possibilité de pouvoir partager un petit peu de mon humble expérience là-dessus et de ma vision des choses sur ce qu'on a actuellement et sur ce que potentiellement on aura plus tard avec. Et tu l'as très bien dit, et c'est vraiment ce que je souhaitais qu'il ressorte, ce côté de la valeur humaine, de l'être humain qui n'est pas à mettre sur la touche. Ça va forcément rebalancer et rechallenger un certain nombre de choses, mais on va dire que le grand remplacement, c'est pas pour tout de suite. Ok, on va rester là-dessus. Bon, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation, une bonne rentrée peut-être pour une nouvelle promotion. Effectivement. Et puis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, Michael. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.